Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. Les échanges entre la Chine et les pays d'Asie centrale remontent à plus de 2000 ans, à l'époque où les caravanes de l'ancienne route de la soie traversaient cette région, forgeant des liens économiques et culturels qui résonnent encore aujourd'hui. En mai 2023, le premier sommet Chine-Asie centrale tenu à Xi'an avait abouti à une déclaration commune. Et cette année, la deuxième édition de ce sommet se déroule au Kazakhstan. Dans un contexte international incertain, quelles sont les perspectives d'évolution dans la relation entre la Chine et les pays d'Asie centrale? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec nos invités. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur notre plateau Yu Jia, professeur à l'Institut de la Nouvelle Économie Structurelle de l'Université de Beijing. Bonjour. Bonjour. Et Mekdam Lotfi, journaliste de CGTN Arabe. Bienvenue à tous les deux. Merci à vous. Et alors, je vais commencer par Madame Yu, comme j'ai évoqué tout à l'heure, l'histoire des échanges entre la Chine et les pays d'Asie centrale remonte très très loin dans l'histoire. Comment ces échanges historiques ont-elles une influence sur la relation contemporaine? Oui, en fait, l'échange historique entre la Chine et des pays d'Asie centrale au long de la route de soie, on crée une forte base de compréhension mutuelle, surtout pour la relation diplomatique moderne en politique, en économie et en culture. Par exemple, après plus de 30 ans de relations diplomatiques entre la Chine et les pays d'Asie centrale, on a déjà réglé les questions frontalières. Les 3300 kilomètres de frontières sont aujourd'hui le lien de paix et de la coopération. Et aussi, l'ancienne route de la soie, aujourd'hui a déjà transformé en une connectivité moderne grâce à l'initiative Ceinturer la route. Et par exemple, en année 2024, le volume du commerce entre la Chine et les 5 pays d'Asie centrale a déjà atteint presque 95 milliards US dollars, soit une croissance de plus de 200 fois par rapport aux années 1990. Et en outre, la politique de visa entre la Chine et les 5 pays d'Asie centrale ont beaucoup progressé ces dernières années. À l'heure actuelle, le Kazakhstan et le Ouzbékistan ont déjà signé la mutualisation complète du visa avec la Chine. Donc j'espère à l'avenir, ce réseau va être plus large pour le visa mutuel. Cela va faciliter non seulement les échanges dans le domaine économique, mais aussi les échanges des gens de tous les partis. Quel est votre avis? Comme l'a bien expliqué le professeur, il y a un antécédent, il y a ce qu'on appelle une histoire commune des peuples de la région. Ce qui est plus intéressant dans cette relation, c'est que la Chine, avec sa doctrine, avec ses politiques, d'avoir une vision globale avec les voisins pour permettre à toutes les parties d'avoir un gain mutuel. Donc, je pense que les relations entre la Chine et les pays de l'Asie centrale, c'est une relation de voisinage, de bon voisinage, une relation de coopération, une relation basée sur la stabilité et le long terme, mais aussi une relation qui a une dynamique particulière. Et cette dynamique, c'est ce qu'on appelle, on peut les appeler les ponts civilisationnels entre les peuples de la région. Il y a une compréhension mutuelle des deux sens de la pensée chinoise. Et ça, on peut le retrouver dans la dynastie des Han, quand il y avait ce lien historique dans la région. Donc je pense que tous ces facteurs-là, que le facteur historique est un facteur qui va donner de l'énergie, qui va donner de la dynamique. C'est un facteur, si je puis dire, c'est un facteur positif
vers un avenir commun de la Chine et des 5 pays d'Asie centrale. C'est vrai qu'en fait, les échanges, ça remonte loin et puis les échanges sont très nombreux. Mais quelles sont les particularités d'un mécanisme? Pourquoi on a besoin de mécanismes et quelles sont les portées de ces mécanismes? Je pense que ce mécanisme est très important en politique, en économie et en culture. Et, par exemple, en politique, il met l'accent sur l'ouverture, sur le respect mutuel et le gagnant-gagnant. Et surtout, ce mécanisme pour la coopération n'est pas dirigé contre aucun autre pays. Et en économie, les investissements directs chinois aux pays d'Asie centrale ont permis les pays à construire des infrastructures, de monter en gamme industrielle et d'améliorer les niveaux de vie des gens locaux. Et en culturel, ce mécanisme a donné ou bien a encouragé les deux parties aux échanges, par exemple les années du tourisme ou bien les années culturelles. Et aujourd'hui, environ 20 000 étudiants d'Asie centrale étudient en Chine, dont certains dans l'université de Pékin. Et j'ai connu quelques-uns. Parmi eux, ils contribuent beaucoup à l'amitié et à la compréhension mutuelle entre la Chine et leur propre pays. Donc, en bref, je pense que ce mécanisme est déjà devenu une plateforme très importante pour stabiliser, pour maintenir la stabilité en cette région et aussi pour promouvoir le développement régional et équilibrer la géopolitique. Je pense que la dernière réunion qui a eu lieu à Xi'an, le sommet de Xi'an, il y a la genèse des relations, ce qu'on appelle le communiqué final. Il a décrit la genèse qui se comporte en 4 paliers, aux 4 bases très apparentes. La première, c'est ce qu'on appelle la relation gouvernementale, c'est-à-dire c'est les mécanismes politiques, géostratégique et géopolitique, c'est-à-dire que les États s'engagent dans une dynamique commune à faire valoir ou à créer des dynamiques sur le plan politique, sur le plan gouvernemental, sur le plan de la gouvernance et la prospection. La deuxième qui est, on peut l'appeler la base économique. La base économique qui est basée sur un partenariat équitable, un partenariat qui va dans les deux sens, mais aussi un partenariat qui vient pour aider le partenaire à bien mettre en œuvre des politiques de développement, des politiques de gouvernance économique et aussi de permettre une imperméabilité du commerce dans les deux sens. Et on va revenir, ça c'est l'un des piliers qu'on voit aujourd'hui ses fruits, il a donné beaucoup de fruits. Le troisième pilier, il faut le dire, c'est ce qu'on appelle le pilier sécuritaire, c'est-à-dire la paix universelle à tous les partenaires. Et ça c'est très important pour la Chine et les 5 pays d'Asie centrale parce que le devenir commun ou le vivre ensemble, il nécessite qu'on protège les sociétés, qu'on protège les peuples de toute action qui viendra toucher à la sécurité ou à la paix dans la région. Le quatrième, Madame l'a bien expliqué, et c'est l'échange culturel scientifique. On peut pas créer une dynamique ou des mécanismes sans l'humain. L'humain, c'est la cheville ouvrière de tout mécanisme parce qu'à travers l'humain, on peut véhiculer des idées, on peut véhiculer du partenariat et on peut faire quelque chose qui est très important et c'est la compréhension de l'autre. Parce que si on comprend l'autre, on peut échanger avec lui et on peut créer des dynamiques pour mieux réussir cette entente, ce qu'on appelle le devenir commun des peuples, du peuple chinois et des 5 pays de l'Asie centrale.
Et si on parle des pays d'Asie centrale, on va sans doute penser à la route de la soie et bien sûr l'initiative Ceinture et Route. Est-ce qu'aujourd'hui on voit les résultats concrets de cette initiative dans cette relation entre la Chine et ces pays d'Asie centrale? Les 5 pays d'Asie centrale sont l'origine de l'initiative Ceinture et la Route, mais chaque pays ont défini leur propre stratégie dans ce domaine. Par exemple, concernant ces stratégies, il y a des points communs, par exemple, construction de l'infrastructure et la diversification économique et la transition numérique. Mais tous ces pays, ils ont leurs propres priorités différentes. Par exemple, le Kazakhstan s'intéresse à la transition énergétique et à la numérisation, et l'Ouzbékistan mise sur la diversification économique. Et le Turkménistan se consacre à la construction de nœuds de transport, et le Kirghizistan accorde de l'importance à l'innovation numérique, et le Tadjikistan se concentre sur l'indépendance énergétique et la connectivité. Donc cette diversification stratégique permet une large coopération entre les pays et offre à l'initiative la Ceinture et la Route la possibilité de répondre aux besoins spécifiques de chacun. Et dans le domaine de, disons, comme la connectivité, on a un projet très grand dans le domaine de ferroviaire. Il s'agit d'un chemin de fer Chine, Kirghizistan et Ouzbékistan, CKO, est prévu être terminé en année 2031. Et ce chemin de fer va aider à réduire le transport à 900 km et puis pour transporter les marchandises chinoises à l'Europe, et va raccourcir le transport à seulement 8 jours. Donc oui, donc une fois construit, ça va beaucoup aider, ça va rendre les pays d'Asie centrale comme un nœud très clé entre la Chine, l'Europe et le Moyen-Orient. Et ça va renforcer la capacité régionale de ces pays-là. J'espère qu'il y aura aussi des trains touristiques comme ça, on peut visiter vraiment les anciens sites. Comme le Transsibérien, oui. Je pense que pour rebondir à ce que Madame a dit, c'est vrai qu'avec plus de 3500 km d'échanges et d'imperméabilité de la zone, c'est très important d'avoir l'interconnectivité. Et la ceinture et la route, l'initiative de la ceinture et la route, on a vu qu'il y a beaucoup de projets dans ce sens. Il y a eu des projets qui ont été créés pour permettre cette dynamique. De l'autre façon, maintenant, les politiques de chaque pays, les politiques de développement, ce qu'on appelle les plans de développement nationaux, ça diffère. Aussi sur l'énergie renouvelable, les pays, on demande, comme l'Ouzbékistan ou le Kirghizistan, ils sont en train de travailler sur cette transition énergétique, mais aussi ils veulent l'énergie verte parce que la géographie, elle leur permet d'avoir des grandes zones de panneaux solaires. Il y a la grande station électrique de gaz d'une capacité de 1500 mégawatts qui était construite par des sociétés chinoises dans le cadre de la ceinture et de la route. Il y a aussi, comme elle l'a expliqué, ce qu'on appelle l'économie numérique. Il y a une attente globale de ce qu'on appelle l'économie numérique dans les pays de la région, parce que les pays de la région, ils savent qu'aujourd'hui, la Chine est un pays qui est plein dedans dans la révolution numérique, ce qu'on appelle le e-commerce. Et s'ils veulent mettre leurs produits dans le marché chinois, ils doivent avoir leur base numérique ou d'avoir des systèmes numériques qui peuvent s'intégrer plus facilement dans le système chinois. Sur le chemin, ça c'est très important aussi parce qu'elle l'a souligné Madame tout à l'heure, aujourd'hui on a ce qu'on appelle l'Asie-Pacifique et l'Europe. Et le nœud de la réussite de cette dynamique, c'est les pays d'Asie centrale. Et donc, tout le développement qui se fait aujourd'hui dans le cadre de la ceinture et de la route ne peut que
aider le monde qui vit une situation de crampes passagères ou de crise, parce que là, on est en crise multidimensionnelle, il y a tous les aspects, que ce soit économique, sécuritaire, et même on ne dialogue plus, le monde n'arrive plus à dialoguer. C'est le nerf de ce qu'on appelle la ceinture, l'initiative Ceinture et la route, mais aussi dans une région qui a sur son côté est une zone de turbulence. Et donc la stabilité de cette région, elle ne peut qu'être bénéfique pour un système global, un système universel plus apaisé. Justement, vous avez beaucoup parlé de la coopération dans le domaine de l'énergie. Je sais que Madame Lucia, vous avez une expertise là-dedans, donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la particularité dans la coopération énergétique entre la Chine et les pays d'Asie centrale? Oui, la coopération énergétique entre la Chine et les 5 pays d'Asie centrale repose sur 2 atouts, la proximité géographique et la complémentarité des ressources. Et elle couvre des énergies traditionnelles et aussi les énergies renouvelables. Et dans les énergies traditionnelles, le gazoduc Chine-Asie centrale est essentiel. Il garantit la sécurité énergétique pour la région. Et aussi, tous ces 5 pays d'Asie centrale ont défini leur propre stratégie de la transition verte qui correspondent au double carbone de la Chine. Et puis dans ce domaine, en fait, la Chine, on a aussi coopéré avec les pays d'Asie centrale pour le passage des énergies traditionnelles aux énergies renouvelables. Aujourd'hui, comme tout le monde sait, surtout pour les pays d'Asie centrale, est très riche de ressources renouvelables. Et la Chine, dans ce domaine, on a beaucoup de technologies avancées. Donc aujourd'hui, la coopération entre la Chine et les pays d'Asie centrale dans l'énergie renouvelable, par exemple l'éolienne, l'hydraulique ou la photovoltaïque. Par exemple, en Ouzbékistan, les sociétés chinoises, on a déjà investi et construit un projet de photovoltaïque avec la capacité de 1 gigawatt. Donc c'est immense, c'est un grand projet et c'est beaucoup aidé les pays d'Asie centrale à transférer vers le développement en vert et durable. Et aussi, enfin, la coopération énergétique ne se limite pas au investissement. Elle inclut aussi comme la formation des talents ou bien le transfert de technologies pour bien renforcer la capacité locale dans ce domaine. J'aimerais bien savoir quels sont aujourd'hui les mesures ou les attentes vers, surtout dans la coopération économique et commerciale, parce que vous avez mentionné tout à l'heure, on est dans un monde, dans une, entre guillemets, crise multidimensionnelle. Surtout, je pense à cette incertitude liée à cette guerre tarifaire lancée par les États-Unis. Donc, oui, je pense que sur ça, que la Chine et les 5 pays d'Asie centrale sont bien armés, bien lotis pour faire face. Parce que c'est demain dans cette intégration régionale, et on va choisir d'utiliser le renminbi comme monnaie d'échange, ou une autre monnaie qui fait c'est-à-dire que les 6 pays, la Chine plus les 5, ils vont trouver un mécanisme d'échange, d'utiliser le renminbi ou une autre monnaie locale. C'est déjà un premier pas vers cette liberté vis-à-vis de cette guerre tarifaire. Là, il y a plusieurs mécanismes et c'est là où je pense que le chapitre politique est très important parce que dans cette dynamique de la ceinture et de la route, mais aussi dans le cadre de l'organisation de Shanghai, mais aussi dans les accords bilatéraux entre la Chine et chaque pays individuellement, il y a beaucoup de travail qui a été fait de part et d'autre. Aussi, le réseau qui est en train de se développer, l'interconnexion qui est en train de se faire au niveau économique, au niveau commercial, mais au niveau humain aussi,
elle peut faire face à ces croisades tarifaires venant des États-Unis. Je dis la seule chose peut-être dont il faut regarder, c'est après l'Asie centrale, pour sortir de l'Asie centrale, on doit passer par la mer Noire, par l'Europe de l'Est, et ça c'est des régions aujourd'hui, les États-Unis sur le plan sécuritaire ou sur le plan d'influence, ils peuvent créer des tensions. Mais ailleurs, je pense que la région est très emboîtée. Et il y a beaucoup même c'est des pays très jeunes qui ont à peu près 30 ans d'âge, mais c'est des pays qui ont su gagner leur indépendance, de mettre leur politique de développement et de croire en demain et de chercher leurs propres partenaires. Et on voit que aussi c'est des échanges qui vont dans les deux sens et que maintenant des produits agricoles qui viennent de ces pays-là, on les trouve dans le marché chinois sur la table chinoise. C'est très important, c'est-à-dire donc quelque part toute la dynamique qui s'est faite à partir de 2022 est en train de payer. Maintenant, c'est que la guerre tarifaire, je pense que la guerre tarifaire américaine, les Américains l'utilisent pour gagner plus d'argent. Et en fin de compte, même sur ce plan-là, on a des échos qui disent que l'administration américaine, aujourd'hui, elle est capable d'aller à la planche à billets. Si cet argent ne suffit pas, ils peuvent imprimer des dollars. Ouais, donc, je pense il faut créer des certitudes dans ces régions. Et quel est votre avis Oui, je pense que pour résister les effets nocifs des tarifs douaniers américains, il faut renforcer la coopération dans le domaine du commerce entre la Chine et les pays d'Asie centrale, et surtout de construire ensemble une résilience économique. Et actuellement, les économies des 5 pays d'Asie centrale ne sont pas suffisamment diversifiées. Ils dépendent trop des exportations de ressources. Et donc, ce qui les rend vulnérables au changement du marché mondial. Dans ce cas-là, les pays d'Asie centrale cherchent à coopérer avec la Chine. Donc, tout d'abord, les deux parties doivent renforcer leur coopération commerciale pour explorer ensemble des marchés internationaux autres que les États-Unis, par exemple ceux de l'Europe ou bien de Moyen-Orient ou bien d'Afrique, afin de réduire leur dépendance quand ils exportent vers les États-Unis. Et à moyen terme, la Chine et les pays d'Asie centrale devraient créer des chaînes de production régionale, disons comme la Chine peut transférer une partie de ses industries vers les pays d'Asie centrale en profitant de leur avantage comparatif en termes de main-d'œuvre ou bien de ressources. Et par exemple, notre institut, l'Institut de la nouvelle économie structurelle de l'Université de Pékin, dont je fais une partie, on a encouragé beaucoup de la coopération entre les sociétés chinoises à investir aux pays d'Asie centrale. Personnellement, j'ai visité plusieurs fois les pays d'Asie centrale. Par exemple, en Ouzbékistan, je me rappelle bien, en année 2019, j'ai visité au moins 4 fois, et c'est en différentes saisons, et c'est un pays très très beau. Oui. Et je me rappelle bien que la population en année 2019 sont environ 33 millions. Et je pense que cette année-là, peut-être ça s'est déjà augmenté à environ 35 millions en population, mais l'âge en moyenne seulement 27 ans. Donc c'est-à-dire tous ces jeunes hommes, ils ont un grand besoin d'emploi. Mais en Chine, ici, on a comme l'industrie de manufacturier. Les investisseurs dans ce domaine, ils ont aussi une grande volonté de déménager de la Chine vers d'autres pays. Donc dans ce cas-là, l'Ouzbékistan est un endroit idéal pour attirer ces genres d'investisseurs. Et je pense que dans ce cas-là, on peut, avec l'industrialisation ou bien l'investissement, c'est un moyen non seulement pour résister le système ou bien les tarifs douaniers américains, mais aussi va beaucoup aider à trouver les nouveaux moyens pour le développement ensemble de chaque partie.
Alors, donc, quelles sont vos attentes alors de cette deuxième édition du sommet Chine-Asie centrale? C'est une deuxième réunion, je pense que c'est capital parce que vu les enjeux internationaux, vu la situation économique et vu les attentes des peuples de la région, je pense que ça va être une réunion charnière qui va apporter des réponses aux attentes peut-être qu'on est en train de se poser aujourd'hui, parce que je pense que dans l'idée initiale, dans la genèse, dans le mécanisme, il y a beaucoup de choses. Ils ont essayé à répondre à toutes les attentes pour mieux construire le devenir commun des peuples d'Asie centrale et de Chine. Maintenant, après, quand on commence à mettre en œuvre une politique, il y a ce qu'on appelle les attentes au niveau national et les attentes au niveau international. L'un des premiers problèmes, peut-être de difficulté, je ne vais pas dire problème, parce que quand où il y a un problème, il y a un challenge à relever, donc il y a un défi à relever. C'est vis-à-vis des choix de chaque pays, de sa politique de développement, c'est-à-dire ce qu'on appelle les plans de développement nationaux. Donc il y a une partie, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'infrastructures qui sont en train d'être mises en œuvre, mais est-ce que, par exemple, les capacités qu'a le Kazakhstan ou l'Ouzbékistan, c'est les mêmes du Kirghizistan, du Turkménistan? Je ne pense pas que ils ont les mêmes niveaux. Et c'est de ça, je pense que l'idée, la réussite de cette dynamique, c'est que en fin de compte, on peut parler à bâton rompu et on peut s'aider mutuellement. C'est-à-dire pour dire que la fin, c'est un gain mutuel. Donc c'est là où il faut trouver le génie pour faire face à les attentes au niveau national, pour qu'ils puissent rebondir sur le côté international, ou ce qu'on appelle ici, parce qu'on est en train de parler d'une action régionale bien déterminée. Donc je pense, moi, c'est la réponse que j'attends peut-être de cette réunion, c'est comment ils vont décider, parce que comme dit le dicton, demain se décide aujourd'hui, parce que vraiment aujourd'hui ils sont face à un dilemme. Le dilemme tarifaire, le dilemme sécuritaire et le dilemme de l'interconnexion. C'est en apportant des réponses à ça qu'on va voir quelles sont les routes ou les chemins pris pour réussir assurer le devenir commun des peuples de Chine et du peuple chinois et des peuples d'Asie centrale. En tout cas, face aux défis, dialoguer, c'est une façon... Communiquer. Il faut communiquer. Et quel est votre avis, madame? Je pense que les résultats du sommet Chine-Asie centrale en cours ont une grande importance pour construire la communauté de destin en Chine-Asie centrale. Et surtout, je pense que ce sommet donnera de nouvelles forces à la coopération sino-asiatique centrale, notamment dans des domaines émergents. Par exemple, l'économie numérique. Donc, dans l'économie numérique, ici, la Chine, on a très fort dans ce domaine, et les pays d'Asie centrale ont besoin urgent d'infrastructures numériques. Par exemple, la Chine peut aider à déployer leur réseau 5G et à construire des centres de données et à réaliser des projets de villes intelligentes. Et les technologies de l'intelligence artificielle chinoise est très avancée dans ce domaine de la production industrielle, peut aider les industries traditionnelles de l'Asie centrale à améliorer la capacité de contrôle. Et aussi, Chine et pays d'Asie centrale peuvent travailler ensemble pour établir un système multilingue adapté aux langues différentes pour bien répondre aux besoins spécifiques de chaque pays. Et de plus, face aux problèmes environnementaux
d'eau. Je pense que surtout, par exemple, la fonte de glaciers. Dans ce domaine, les pays d'Asie centrale peuvent profiter de la coopération technologique et le soutien financier de la Chine pour restaurer l'environnement. Alors, je vous remercie, Madame Yijia et Lotfi d'avoir participé à notre émission. Merci. Merci à vous. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.